En direct du Salon de l'Agriculture. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est toujours en direct du Salon de l'Agriculture, le studio Sud Radio. Vous pouvez venir nous retrouver sur le stand de la coopération agricole. C'est dans le hall 4 du parc des expos de Paris, avec nos débatteurs qui viennent d'arriver. On va essayer de se mettre d'accord ce matin. Alex Darmon, bonjour Alex. Bonjour. Journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis, auteur du documentaire Le Ministre qui ne devait pas l'être, avec Monsieur Dupond-Moretti, oui, qui a vécu une semaine historique, avec ce vote au Sénat, peut-être qu'on en reparlera, va nous rejoindre dans un instant. Il est quasiment chez lui, l'ancien agriculteur Jean-Baptiste Moreau, ancien député et consultant indépendant dans le domaine agricole. Michel Taube qui s'installe. Alors on essaye tous de... là on est en direct, voilà, Michel, voilà. Bonjour. Bonjour Michel, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et puis Jean-Claude, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Je suis déjà, il est que 10h48. Non mais Jean-Claude, il a un nom extraordinaire. Avocat et président du forum transatlantique. On va revenir dans un instant sur tout ce qui a fait l'actualité de ces derniers jours, et notamment sur la colère agricole. On va y revenir dans un instant avec en quelque sorte ce baroud d'honneur, on pourrait parler comme ça, de la coordination rurale ce matin dans les rues de Paris, mais qui s'est soldé quand même par 66 interpellations aux dernières informations. La nouvelle tête de liste pour le camp présidentiel qui a été investi hier soir, on va le dire tout de suite, c'est une inconnue du grand public qui part à la conquête. Je vous vois sourire, Alex Darmon. Attendez de dégainer dans un instant. Est-ce que c'est ça qui peut sauver effectivement la candidature du camp présidentiel pour les prochaines européennes? Voilà pour les sujets. Si on a un petit peu de temps, on parlera aussi de ces classes de niveau qui semblent difficiles à mettre en place parce que il n'y a pas tous les postes qu'il faut à l'éducation nationale, et donc sans doute que le désir de Gabriel Attal sera éteint par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Mais on va commencer par votre tour de table, des coups de cœur et des coups de gueule de l'actualité. Jean-Claude, est-ce qu'on peut commencer avec vous ce matin? Absolument, je pense. Alors, on va essayer de vous... Voilà, il faut vraiment mettre Jean-Claude le micro très près. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on entend Jean-Claude? Sinon, on va... Allez-y. Mon coup de cœur, voilà. Un coup de gueule, c'est surtout par rapport à ce dernier rapport de Lancet qui rappelle que 1 milliard de nos concitoyens sont en situation d'obésité, et la situation en France est particulièrement dramatique pour les jeunes générations. Alors, puisqu'on est au Salon de l'Agriculture, c'est l'occasion véritablement de dire qu'il s'agit d'une épidémie, qu'il s'agit, l'obésité est la 5e cause de mortalité en France, avec des dégâts considérables, avec des conséquences considérables sur le plan sanitaire. Alors c'est probablement, et pour moi c'est ce qui est important au Salon de l'Agriculture, c'est de rappeler que nous avons les moyens de manger correctement, de manger sainement, que nous produisons suffisamment, et même lorsque j'entends que ça coûte un peu cher qu'ici ou là, telle ou telle production peut-être un petit peu plus cher qu'à l'étranger, mais c'est pas bien, j'ai envie de dire, faisons l'effort et renversons le système plutôt que finalement de dépenser encore plus pour pouvoir se soigner, pour pouvoir régler des pathologies qui sont importantes. Je pense à toutes les maladies cardiovasculaires. Eh bien, faisons le calcul que mieux manger, mieux s'organiser, ça peut permettre d'enrayer ce qui est une véritable, je dis bien une véritable épidémie. C'est une épidémie, vous avez raison Jean-Claude de parler de ça. On parle de ça, il y a des études aujourd'hui parce que le 4 mars, ce lundi, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Il y a l'obésité infantile qui explose, et y compris en France. On parlait beaucoup des États-Unis, mais aujourd'hui on voit des enfants en surpoids. Ils sont presque 10% aujourd'hui, ce qui pour le long terme, pour les générations futures, est catastrophique sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan de leur propre vie aussi. Personnel, oui. Personnel. Est-ce alors moi, ça m'a toujours fasciné. On fait beaucoup de campagnes de prévention sur beaucoup de choses, mais on a le sentiment quand même que l'accompagnement des personnes en situation de surpoids, c'est encore ou pas tabou. En tous les cas, on a du mal, Michel, à regarder ce sujet en face, quoi. Moi, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, les personnes qui sont en surpoids, il ne faut pas les culpabiliser.
c'est très important de le dire d'entrée de jeu quand on en parle. Parce qu'il y a dans la société également, ce qui est véhiculé, c'est une image négative, culpabilisatrice des personnes en surpoids. Donc ça, c'est une chose que moi je dis toujours d'entrée. C'est pour ça, Michel, que j'ai dit bien manger. J'ai pas dit ne mangez plus, ensuite, parce que c'est souvent le cas, on dit arrêtez de manger. J'y viens. Deuxième élément qui est très important. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Parce que je vois derrière aussi souvent ces études, vous avez des régimes alimentaires qui sont proposés, des sociétés qui font du business sur des régimes. Non, la seule solution, c'est de bien manger, c'est de bouger son corps, c'est faire du sport. Et il n'y a pas d'autre régime que d'avoir une alimentation saine, équilibrée et variée, et de faire du sport. Faire attention tout le reste, notamment pour les jeunes filles, parce que je remarque que les jeunes filles sont beaucoup plus sensibles à ces discours comparatifs sur les réseaux sociaux. Il y a du harcèlement sur les jeunes filles obèses, etc. Non, c'est la seule solution. Elle est aussi simple que compliquée. C'est de bien manger et c'est de faire du sport. Alors il y a de l'activité, etc. Mais il faut bien prendre conscience aussi que les politiques publiques sont essentielles dans tout ça. Exactement ça. C'est les cantines scolaires, apprendre à bien manger. Mais je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui les médecins délivrent des certificats, des ordonnances pour l'activité physique, parce qu'on se rend compte que de bouger et on a tous oublié, avec tout ce qui s'est passé, que 2024 est quand même déclaré grande cause nationale, c'est le sport. Le sport, exactement. Et là, vous allez avoir dans quelques semaines, effectivement, la semaine du sport dans les collèges et les lycées. Une semaine, c'est pas suffisant, ça devrait être quotidien. On devrait pouvoir accompagner les jeunes générations. On apprend plein de choses à l'école, mais on n'apprend jamais à bien manger. Enfin, vraiment, honnêtement. Michel. Si je peux me permettre, quand même, une des très bonnes décisions du président de la République, que moi je salue, que je soutiens, et qui est très peu relayé, c'est qu'il a instauré, c'est censé être fait depuis la précédente rentrée scolaire, 30 minutes de sport quotidienne dans tous les établissements scolaires. Oui, mais je n'arrive pas, parce que j'ai essayé d'avoir des informations du rectorat de Paris, par exemple, sur combien d'établissements le font, impossible de le savoir. Est-ce que vous avez vu l'état des infrastructures sportives? On peut peut-être lancer un appel aux auditeurs de Sud Radio. Est-ce que vous pourriez vous renseigner si dans votre école, vos enfants font ces 30 minutes de sport quotidienne? Je serais très curieux d'avoir le résultat de cette étude pragmatique. C'est effectivement là où on se dit qu'il y a une différence entre la décision politique et la mise en œuvre. Et c'est sur la mise en œuvre que nous avons un problème, parce que depuis de nombreuses années, on parle du sujet de l'obésité. Je voudrais aussi préciser que dans nos habitudes de vie, nous devons essayer de changer. Par exemple, je constate que les gens prennent la voiture un peu pour tout et n'importe quoi. Eh bien, il faut réapprendre à marcher. Par exemple, marcher. Ça n'est pas toujours facile en région, ça n'est pas toujours facile en campagne, mais c'est vrai qu'il y a des habitudes. Attention aussi aux jeunes générations qui commandent beaucoup du tout cuit, tout fait. On reste à la maison et on attend qu'on vienne vous livrer. Ça n'a l'air de rien, mais ça donne d'habitudes. Quoi qu'il en soit, cette journée de lutte contre l'obésité va nous permettre d'en parler, mais c'est un accompagnement médical complet qu'il faut que les personnes en situation... Et dernier point, bien manger, c'est le salon de l'agriculture. Mais c'est de venir au salon de l'agriculture, c'est de manger des produits frais, produits par nos agriculteurs, pas trop loin de chez nous. Le slogan 5 fruits et légumes par jour. Ah ben moi je suis content. Très important. Alors, mettez bien votre micro. Bien sûr, et je crois que ça n'est pas très compliqué dès lors que l'on a de bonnes habitudes. Manger correctement. Excusez-moi, mais c'est pas très compliqué, mais ça coûte de l'argent quand même. Et je pense qu'il y a une politique publique vraiment à mettre en place pour pouvoir accompagner. Vous savez que quelquefois, le seul repas équilibré que des enfants ont dans la journée, c'est celui de l'école. Et ça, c'est aussi un vrai problème. C'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux le soir, les gamins, et ils mangent à 16h30 ou à 20h n'importe quoi. Parce qu'ils sont mal accompagnés, parce qu'on ne leur apprend pas à l'école à manger et à bien manger. Donc est-ce que c'est le rôle de l'école d'apprendre à bien manger? Mais c'est le rôle de l'école d'apprendre beaucoup de choses. Ben oui, mais est-ce que c'est le rôle de l'école alors qu'ils passent plus de temps à manger? Il y a plus de repas à la maison que de repas à l'école. Hein. Oui, mais le problème c'est que vous avez, il faut quand même le dire, il y a quand même un niveau de pauvreté dans notre pays qui est considérable pour certaines familles, et certaines familles n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et par-dessus tout ça, aujourd'hui l'école est le seul endroit où vous pouvez avoir, quand vous êtes quelquefois, malheureusement, un enfant, un collégien, un lycéen, un repas équilibré. Voilà. Et il faudrait peut-être travailler sur une politique publique pour faire en sorte que ces repas équilibrés, qui ne sont pas tous consommés, parce que c'est la vérité, il y a un gaspillage énorme. C'est Alex, mais pardon. C'est pas grave. Je lui ai donné quelques années là. Non, mais il y a un gaspillage énorme. Peut-être que ces repas soient redistribués pour faire en sorte justement de lutter contre l'obésité. Alex, tu as parfaitement raison, sauf qu'on n'empêchera pas, en dépit, et je suis complètement d'accord sur la politique publique, mais
mais nous devons réapprendre ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents savaient. Nous, on n'a pas appris ça à l'école, mais on a appris effectivement, par exemple, moi je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui pourraient cuisiner, qui ne cuisinent plus et qui achètent du tout cuit. Or, on sait que le tout cuit est plus salé, voilà, déjà. La culture, il faut remettre des cours de cuisine à l'école. Vous n'avez pas connu ça, vous ? Attendez, jamais. Moi, j'ai connu. Je regrette. Alors, on avait cours de cuisine et cours de couture. Ce sont des habitudes culturelles à prendre. Je sais qu'à la maison, mes filles cuisinent, elles cuisinent. Voilà, et il y a des petites recettes, surtout que ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont remplis, on va dire, de stories, comme on appelle ça, ou de vidéos, de gâteaux qui montent tout seuls et de recettes faciles à faire. Mais nous-mêmes. Ça pourrait être moyen, les réseaux sociaux. Mais moi-même, je produis une chaîne de cuisine sur YouTube avec ma société de production qui s'appelle YouCook. On l'a produit et c'est vrai qu'on donne des recettes et on voit que c'est très consommé chez les jeunes. Voilà. Absolument. Vous devriez avoir une médaille, mon cher Alex. Allez, on s'arrête. Il vient à la maison, je vous montrerai qu'on cuisine, même lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est vous qui cuisinez, messieurs, là, à la maison? Oui, autant. Michel? Alors moi, je suis veuf, donc je cuisine forcément. Cuisinez tout forcément. Et moi, je cuisine et j'aime beaucoup cuisiner. Non. C'est pas grave. Moi non plus. Allez, on y va dans un instant. On se retrouve. Non, j'ai un très bon cuisinier en chef à la maison. Dans un instant, c'est l'info de 11h. On va voir aussi du côté des courses. Et on se retrouve ici depuis le Salon de l'Agriculture sur le stand de la coopération agricole avec les débatteurs pour Mettons-nous d'accord. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Agriculture. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Depuis le stand de la coopération agricole en compagnie d'Alex Darmon, Jean-Baptiste Moreau qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour, désolé, j'étais avec la ministre Marie Lebec à l'autre bout du salon, donc c'est grand. De venir, c'est un peu long. Ouais, c'est grand, il n'y a pas de petite voiture, il faut cavaler. C'est mon 8e jour de salon, donc ça commence à tirer. Pas 8e, mais je suis là depuis vendredi en fait dernier, donc oui, ça fait 7 jours. Et ça va, en forme? Ouais, ça va. Un peu. Les soirées sont parfois un peu longues, mais un peu arrosées, mais sinon ça va, ouais. Non, ça arrive. Ça arrive parfois sur ça. Michel Taube est également avec nous aujourd'hui. Autour de cette table également Jean-Claude Beaujour. On en était au coup de cœur et au coup de gueule de l'actualité. Dans un instant, on va revenir sur ce salon de l'agriculture, la crise agricole avec cette manifestation. Mais dans les coups de cœur et les coups de gueule, Alex, vous vouliez revenir sur l'interview de notre confrère Apolline de Malherbe face à l'ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, Monsieur de Villepin. Oui, c'est une leçon de journalisme qu'elle a donnée hier, je trouve, Apolline de Malherbe sur BFM TV pour son interview matinale où elle a été pris à partie par l'ancien Premier ministre pour un échange qui était quand même assez virulent et assez houleux et où l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin s'est fait prendre à son propre jeu en fait. Et je trouve que c'est une interview à montrer dans toutes les écoles de journalisme. Moi-même, vous m'aviez repris il y a quelques semaines sur le fait qu'il fallait pas critiquer la presse et le journaliste et vous aviez raison. Je m'en suis voulu après et je trouve qu'hier ce qu'elle a fait c'est génial, tout simplement, puisque je sais pas si vous avez vu l'interview, mais Dominique de Villepin, il se trouve que BFM TV lui avait prêté des propos qui n'étaient pas les siens. BFM TV s'était excusé par la suite et Dominique de Villepin hier dit à Apolline de Malherbe à ce moment-là, vous ne vous êtes pas excusé envers moi directement et je pourrais penser en gros que ceux qui dirigent votre antenne vous influencent dans vos propos. Et c'est à ce moment-là, parce que vous êtes payé par eux, et c'est à ce moment-là qu'Apolline de Malherbe, la journaliste, lui a dit mais par qui êtes-vous payé vous dans ces cas-là? Est-ce que vous êtes influencé? Et est-ce que cette interview que nous faisons ensemble ce matin participe à votre business plan? Et j'ai trouvé ça incroyable parce que Apolline de Malherbe ne s'arrête pas, ne se démonte pas, et vraiment elle est prise à partie complètement et elle fait son métier remarquablement bien. Et donc voilà, je voulais vraiment le signaler ce matin et dire que ça fait du bien de voir ça. Elle lui sort des arguments très factuels, confirmés, sur des communications, sur des publications de sa société, et il se retrouve à se noyer dans totalement quoi. Plus il s'explique et plus il se noie. C'est très fort ce qu'elle a fait. C'est vraiment très digne, mais bon, Apolline de Malherbe est une journaliste de grand talent et surtout c'est quelqu'un qui travaille, donc ça se voyait qu'elle avait vraiment travaillé le dossier et elle l'a vraiment mis dans, poussé dans ses retranchements comme on l'a rarement vu. Je voudrais aussi souligner, ce matin on avait dans l'invité, on avait le premier débat des Européennes sur Sud Radio ce matin avec François-Xavier Bellamy face à Manon Ambry et surtout la candidate Manon Ambry qui est interrogée par Jean-Jacques Bourdin et
et à juste titre sur cette campagne d'affichage, puisqu'on parle des journalistes, de la France Insoumise, où on met la photo en 4x3 dans les rues de toute la France de journalistes connus, avec, on va dire, ce slogan qui serait d'inciter les gens à aller voter, parce que ces personnalités publiques et ces journalistes-là votent. De quel... moi j'ai mon avis, mais je voulais savoir, Alex, comment on est où là en fait, en vrai? Vous vous rendez compte qu'on met une cible sur des journalistes, Nathalie Saint-Cric notamment, j'ai vu à cette affiche où Nathalie Saint-Cric va voter, et vous? En gros, comme si les journalistes, comme si la presse était influencée et allait voter pour d'autres. Mais franchement, c'est dégueulasse. Si on faisait ça dans le sens inverse. Mais je me pose une question, là j'adresse à l'avocat, en termes de droit à l'image, non? On fait pas ce qu'on veut, non, quand même? Alors, pour être très clair, Nathalie Saint-Cric ou une autre, ou n'importe quel journaliste, vous me parlez vraiment de droit à l'image, est une personnalité publique, donc elle peut être photographiée en public. Cela étant, l'utilisation et les conséquences de cette utilisation peuvent être éventuellement, faire l'objet de contestations devant les tribunaux. Alors après, il faudrait voir sur quel fondement, mais oui, si cette utilisation est véhiculée et peut porter atteinte à l'indépendance, l'honorabilité, voire mettre en jeu la vie de telle ou de telle personnalité, je pense qu'il y a lieu à contestation devant les tribunaux. Là-dessus, Michel? Non, mais c'est évidemment... Ce slogan de dire, ça incite les gens à aller voter parce que c'est scandaleux, entendons-nous bien, sur le fond, c'est purement scandaleux. Non, mais ça préjuge de pour qui pourrait voter tel ou tel journaliste, et c'est effectivement, pour moi, c'est une forme de délation. C'est une forme de délation. C'est une forme de ciblage sur les personnes qu'on veut abattre, en fait. C'est ça la réalité. Et c'est scandaleux, c'est dégueulasse, c'est de la méthode des insoumis. Voilà. On va continuer. C'est faire une Jean-Baptiste. Mettre des journalistes dans l'opposition politique à un parti. Enfin, je veux dire, je connais pas les opinions politiques de Nathalie Saint-Cric et je m'en moque. À la limite, c'est une journaliste et voilà. Et donc la France Insoumise explique que clairement, elle est. Je sais pas pour qui elle voterait, j'en sais rien. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et en plus, il y a un fond toujours un peu des relents un peu antisémites aussi. Enfin, faut être assez clair là-dessus. C'est vraiment de la salle politique et vraiment ça fait pas l'honneur du tout de la politique. C'est de la polarisation, c'est vous et nous, eux et nous. On est dans l'organisation de la polarisation de la société française et forcément ces gens-là contribuent à continuer à fragmenter et c'est leur objectif. Ils ont une doctrine politique qui consiste à tout faire pour qu'il n'y ait pas unité du peuple français, mais effectivement que ce peuple français se déchire. Oui, le problème en fait c'est que c'est pas la première fois. Et surtout, ça vient toujours du même côté. Rappelez-vous la campagne qu'avait fait Europe Écologie Les Verts à l'époque, où ils s'attaquaient aux boomers, aux retraités, aux anciens, et où ils les nommaient sur leurs affiches. En fait, c'est pas ça la politique. La politique, c'est essayer de trouver quelque chose qui nous rassemble tous en commun. C'est ce que je vous dis. Voilà. C'est pas opposé. L'objectif, la doctrine de la France Insoumise, c'est casser, diviser, opposer. Le problème, c'est pas que la France Insoumise. Aujourd'hui, on a un problème commun. C'est-à-dire qu'à chaque campagne, vous avez des partis qui pensent pouvoir opposer les Français les uns contre les autres. Je vous rejoins sur ce point. C'est un vrai souci. C'est un vrai problème parce qu'on est qu'au début, à mon avis, de cela. Parce que chacun va vouloir récupérer son électorat et donc chacun va chercher à opposer les uns aux autres. Je suis d'accord avec Alex sur ce point. Là, comme on parlait de cette affiche, donc je parlais de LFI, mais effectivement on dénonce, on dit en permanence, on veut pas cette polarisation américaine qui arrive, mais attendez, les États-Unis n'ont rien besoin de faire, on organise cette polarisation nous-mêmes. Alors justement, on va continuer ce tour de table, Michel, avec votre coup de gueule aussi également, et on passe et on va du côté des États-Unis, justement. Alors des États-Unis, mais finalement on quitte pas tout à fait la France. Il y a évidemment la campagne pour les élections présidentielles américaines, il y a les primaires, et il s'est passé un véritable petit séisme dans le Michigan où pour la primaire qui concerne Joe Biden, donc chez les démocrates, il a gagné la primaire dans le Michigan, mais il s'est passé quelque chose de nouveau qui est totalement inédit dans l'histoire des démocrates, c'est que à l'appel des communautés musulmanes et arabes du Michigan, qui sont très nombreuses parce que c'est un État industrieux où il y a une forte population américaine d'origine africaine et moyenne-orientale, qui a appelé à non pas boycotter l'élection, mais à mettre des bulletins blancs dans le vote pour la primaire démocrate. Et il y a eu 50 000 votes blancs
qui ont considérablement affaissé le résultat de Joe Biden. Donc il a gagné, un peu par défaut j'ai envie de dire, mais il y a une très très forte poussée de la contestation parce qu'en fait cette population-là lui reproche de trop soutenir Israël dans le conflit avec, non pas Gaza, mais avec le Hamas. Et il se passe actuellement une lame de fond dans la société américaine qui touche principalement le Parti démocrate, mais qui va bien au-delà, et que l'on voit également en France, où vous avez une très très forte poussée du vote communautariste, et qui prend tout ce qu'il peut comme prétexte, dont là c'est le conflit israélo-palestinien, mais demain ça va être la question du droit des étrangers, après-demain la question du wokisme et de la lutte contre la masculinité, pour dire les choses rapidement. Et il y a une très très forte poussée au sein du Parti démocrate de cette tendance wokiste communautariste qui est en train de briser le Parti démocrate en deux et qui est à mon avis, comme elle a divisé et brisé en deux ou en 1000 morceaux la gauche française, et qui est en train d'assurer, à mon avis, une raison de plus d'une large victoire de Donald Trump à la prochaine élection présidentielle. C'est vraiment un mouvement de fond, et moi je suis très étonné de voir que ce qui se passe aux États-Unis, on le voit également en France. On parle beaucoup des problèmes de frontières poreuses chez nous en France par exemple et en Europe par rapport aux immigrés venant d'Afrique et du Moyen-Orient, mais aux États-Unis c'est exactement la même chose par la frontière mexicaine, où ils ont d'énormes problèmes de gestion des flux migratoires. Et donc je trouve que on a finalement deux mondes, les États-Unis et l'Europe, qui sont finalement le reflet des mêmes phénomènes de fond, et plus précisément cette vague wokiste qui suscite une réaction, j'ai envie de dire conservatrice très très forte. Qui veut réagir là-dessus Oui, c'est Jean-Baptiste Moreau. Ce qui se passe aux États-Unis est hyper inquiétant, effectivement. Bon, le communautarisme aux États-Unis, c'est pas une nouveauté, mais par contre, le vote communautaire est effectivement de plus en plus fort. Et honnêtement, on voit mal. Après, je suis pas un spécialiste comme Michel de la politique américaine, mais on voit mal aujourd'hui ce qui pourrait empêcher effectivement Donald Trump de revenir au pouvoir, et c'est particulièrement inquiétant parce que si le premier mandat de Donald Trump a été compliqué, je pense que sur le deuxième on peut s'attendre vraiment au pire, et Joe Biden est quand même très très fragile au niveau de l'opinion publique à mon avis, et effectivement c'est vraiment, il se profile des mois très sombres à mon avis aux États-Unis, mais pas seulement au niveau mondial, parce qu'on sait très bien ce que implique l'élection de Donald Trump sur le conflit russo-ukrainien, sur tout un tas d'autres conflits. Allez, on va faire une pause dans cette émission. On est sur le stand de la coopération agricole. On continue à discuter avec les sujets. Puis on va ouvrir la question, un peu le bilan de ce salon de l'agriculture, cette action coup de poing ce matin dans les rues de Paris de la coordination rurale. Ouais. Michel, je veux juste dire que parmi les journalistes qui sont ciblés par ces affichages scandaleux sur les réseaux sociaux et également dans des affiches dans Paris, il y a des affiches murales dans Paris. Il y a notamment Radouane Koura qui est mon associé dans Opinion Internationale et qui est aussi chroniqueur sur le groupe Canal+, mais c'est profondément dégueulasse et il faut le condamner. Quand il a découvert ça, sa réaction, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'êtes pas son porte-parole, mais... choqué d'abord et ensuite très 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 déterminé à ne pas se laisser faire et à dénoncer cette attitude dégueulasse. Voilà, on s'arrête un court instant et on va entendre le coup de cœur ou le coup de gueule de Jean-Baptiste Moreau. C'est le dernier à passer sur le grill ici au stand de la coopération agricole. On va faire en quelque sorte un peu le début du bilan de ce 60e salon de l'agriculture. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions. En direct du Salon de l'Agriculture, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Depuis le stand de la coopération agricole, aujourd'hui en compagnie de Jean-Claude Beaujour, avocat, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, aujourd'hui consultant, et Alex Darmon, journaliste politique. Avec tous les quatre, on termine ce tour de table et des coups de cœur et des coups de gueule avec vous, Jean-Baptiste Moreau. Donc pour vous, c'est votre 8e jour de salon, c'est le 6e officiellement pour le grand public. C'est mon 28e salon aussi. 28e salon. Mon premier c'était en 96, j'ai tous fait depuis 96. Et donc une
une certaine expérience. Ça va se refermer dimanche. C'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que vous auriez envie de retenir, à part ce début chaotique qui restera comme une image oui, le premier jour restera certainement dans les annales du salon, effectivement, parce que c'est pas tous les ans qu'on ferme des halls entiers au public pour essayer de limiter les débordements de violence, qui sont de toute façon inadmissibles, quelles que soient les raisons. Après, on va pas retracer le contexte exact, puisque j'étais là vendredi dernier pour essayer justement d'apaiser un peu les choses suite aux bourdes, et encore je suis extrêmement poli c'est un euphémisme qui ont été commises autour de l'idée du grand débat en invitant une ONG qui n'avait absolument rien à faire là. Donc j'ai essayé d'apaiser, mais c'était évident que ça allait pas très bien se passer à partir de jeudi soir, alors que ça aurait pu effectivement très bien se passer. Un grand débat avec des agriculteurs, c'était une bonne idée. Très bien, franchement, vous êtes un peu optimiste. Non, ça aurait pu bien se passer, ça aurait pu se passer correctement, c'est-à-dire de façon civilisée. Il y aurait eu d'autres raisons que ça se passe moins bien. Oui, mais il y aurait eu des sifflets, il y aurait eu des huées, mais il n'y aurait pas eu besoin de faire rentrer les CRS en tenue dans le salon, puisque ça serait resté dans les manifestations classiques du salon avec des sifflets, des huées, évidemment après, mais il y aurait eu un débat qui serait tenu avec des vrais échanges avec des agriculteurs. C'était un peu l'objectif de départ. C'était une idée de plusieurs personnes, dont moi. Non, l'objectif de départ, ça aurait été de répondre. L'objectif de départ, ça aurait été peut-être de répondre un peu plus tôt à quelques demandes importantes des agriculteurs, et pas le jour même du salon. Mais les réponses... si la veille ou l'avant-veille, certaines des annonces qu'a faites Emmanuel Macron sur le salon, ça aurait peut-être changé la donne. Non, ça aurait pas changé, parce que de toute façon il y avait besoin d'exprimer une colère qui avait besoin de s'exprimer. Elle était là. Des réponses, il y en a eu depuis 3 semaines avant le salon. C'était pas ça l'enjeu. Après il y avait besoin d'exprimer cette colère. Elle s'est exprimée de façon un peu violente suite aux provocations claires des 2 conseillers qui ont eu la bonne idée d'inviter les soulèvements de la terre. Maintenant il faut sortir de cette séquence. Il y a eu des annonces faites par le président, des annonces qui ont fait parler beaucoup au cours de ce salon, parce que l'histoire des prix planchers aujourd'hui, le président, le Premier ministre doivent revoir l'ensemble des responsables professionnels dans les 3 semaines, parce que il va falloir voir comment on l'applique, parce que honnêtement, moi, prix plancher, je suis pas vraiment fan de cette définition-là. Mieux utiliser les indicateurs de coûts de production interprofessionnels qui ont été fixés dans Egalim, oui. De là aller au prix plancher, je suis pas sûr. On a souvent l'impression, malheureusement, pardonnez-moi, c'est que il y a souvent des annonces de solutions toutes simples et toutes faites, qui paraissent jolies sur le papier, mais je ne parle pas que de cette annonce-là, mais qui au final, compte tenu de la complexité aujourd'hui de l'économie du monde agricole, font que c'est quasiment... S'il y avait il faut renverser la table. S'il y avait une solution simple aux multiples problèmes complexes de l'agriculture, je pense que n'importe quel gouvernement l'aurait déjà prise depuis des dizaines d'années. C'est un ensemble de solutions, c'est un ensemble de dérives sur un certain nombre de normes environnementales qui ont été imposées à notre agriculture. C'est sur la paperasse et sur on va dire l'empilement de l'administration. C'est intéressant, Jean-Baptiste, ce que vous dites. Mais moi je suis toujours frappé sur le fait, d'abord, qui conseille le président de la République pour avoir fait cette erreur mais monumentale. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, vous dites, ça se serait bien passé s'il y avait eu un débat simplement. Ça aurait pu se passer correctement. Oui, ça dit bien. Mais même correctement, en vrai ça se serait pas bien passé. Vous le savez, vous venez de le dire, on propose des solutions, ça ne marche pas, ça ne se construit pas, ça n'aboutit pas. Ça ne se serait pas passé correctement. Les agriculteurs, ils sont et vous le savez mieux que moi d'ailleurs, les agriculteurs, ils sont à bout. Je pense sincèrement que s'il y avait eu débat, et ça aurait été bien, qu'il y ait débat entre le président de la République, mais il y aurait eu des réponses justement. Je suis pas sûr, parce que depuis quelques semaines on nous dit qu'il y a des réponses, et au final les jours passent et ces réponses finalement elles sont obsolètes et on passe à autre chose. En vérité, je pense que le gouvernement est complètement débordé. On a vu Gabriel Attal qui a fait plein d'annonces depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Aujourd'hui, on l'entend plus. Le ministre de l'Agriculture, je suis désolé, on ne l'entend pas assez. Il est ministre de l'Agriculture. Allez dans la rue, baladez-vous dans les allées du salon de l'agriculture. Il est venu mardi, il est venu plusieurs fois, il a été très présent. Oui, mais il a perdu le leadership par rapport à ça. On n'a pas entendu Jean-Claude également. Non, mais le Premier ministre, Gabriel Attal, j'étais avec lui mardi de 7h à 10h du matin. Il a déambulé toute la journée sur le salon. Il était déjà venu dimanche soir aux 60 ans du salon. Donc, il a fait
Oui, mais c'est parce qu'on demande au Premier ministre de se balader sur le salon de l'agriculture ou de venir aux 60 ans. Ce qu'on lui demande, c'est de faire des annonces. Il a commencé à le faire, et je suis désolé, depuis samedi dernier, il a perdu la main. Aujourd'hui, depuis samedi dernier, il a perdu la main. Jean-Baptiste, parce que là, par exemple, on a vu passer... Il y a eu des annonces depuis 3 semaines. Il a fait une conférence de presse la mercredi avant le salon pour en annoncer d'autres. Il y en avait un certain nombre qui devaient être annoncées par le président. Elles n'ont pas été annoncées dans la façon dont elles auraient dû. Et je pense qu'il y en a certaines qui sont un peu plus coup de pied dans la fourmilière, mais qui doivent contribuer à faire avancer le schmilblick. Mais il n'y a pas de solution miracle. Les agriculteurs, ils en sont conscients, ils le savent. Il y a eu des annonces sur les normes, il y a eu des décrets de parus. Mais il va falloir accélérer. Il faut continuer. Moi, j'ai fait la visite avec tous les ministres, donc j'ai vu à peu près les responsables professionnels agricoles. Et j'ai vu aussi la campagne du RN, qui est donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure, qui va sur les stands, les interprofessions, les responsables professionnels leur demandent quel est votre programme pour les européennes, et Jordan Bardella répond quelles sont vos attentes, je l'écrirai dans mon programme. Enfin voilà, c'est donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Et Jordan Bardella qui discute avec 2 personnes, une personne lui expose un point de vue, celle d'après un point de vue opposé, il dit je suis d'accord avec vous la première et je suis d'accord avec la deuxième. Voilà. Absolument. Moi, je voudrais faire 2 observations. Tout d'abord, l'argument de Jean-Baptiste de dire ce sont des conseillers du président qui ont conseillé d'eux. Moi, pardonnez-moi, mais c'est la décision politique qui emporte. Donc là-dessus, je suis désolé, je ne peux pas l'accepter. Les conseillers ne sont pas là pour décider, ils sont là pour proposer et l'homme politique décide. On ne peut pas renvoyer sur les conseillers ce qui a été fait, ça c'est la première chose. La deuxième chose sur le fond, et vous avez un peu raison de dire que le problème est très complexe et qu'il est très compliqué. Si la solution était facile, on le trouverait. Sauf qu'on semble découvrir en 2024 qu'il y a un problème agricole. On ne l'a pas découvert. Est-ce qu'on peut reprocher... Non, parce que c'est les raisons de mon engagement en 2017, donc je n'ai pas découvert, je vous confirme. Non, mais je sais bien que vous ne l'avez pas découvert. Mais lorsqu'on entend qu'il y a un drame et puis on fait des annonces de dernière minute, non, le gouvernement est aux responsabilités depuis 2017. Depuis 2022, il y a un renouvellement du mandat présidentiel, mais on ne découvre pas, d'autant que les problèmes sont structurels. Et vous avez raison de dire que l'Europe a ses inconvénients et aussi a ses avantages, et qu'au Rassemblement national, on ne propose rien de particulier. Alors, on va continuer de parler de tout cela sur le stand de la coopération agricole sur Sud Radio. On s'arrête un court instant et on se retrouve tous les 5 ici. Passez nous voir si vous le voulez. C'est dans le hall 4 du Parc des Expos à Paris. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Leclerc, bonjour. Oui. En direct du Salon de l'Agriculture. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Jusqu'à midi, on est dans le hall 4 sur le stand de la coopération agricole avec Alex Darmon, Jean-Baptiste Moreau, Michel Taube et Jean-Claude Beaujour. Alors j'imagine que tout le monde a fait un petit tour dans ce salon de l'agriculture. Oui. Alors, même Michel il dit oui tout de suite. Alors, voilà, il a posé le téléphone. Mais c'est un lieu extraordinaire. Ouais. Franchement, il faut. Je trouve que la meilleure façon ces jours-ci de soutenir nos agriculteurs, c'est de venir au salon de l'agriculture. On a déjà perdu une journée dans un hall où bien devant le micro, Michel. Les personnes ne pouvaient pas rentrer, mais oui, c'est la fête des paysans. C'est une façon pour nous, les urbains, de leur dire merci, de découvrir aussi certaines réalités du monde agricole, même si rien ne remplace d'aller évidemment se promener dans les campagnes. Mais oui, c'est un événement majeur et il faut le soutenir, et c'est une vraie institution de notre République. Ça fait partie Les 60 ans, comme disait M. Moreau, c'est les 60 ans. Ça fait 60 ans que le salon de l'agriculture existe, et c'est un des salons qui résiste le mieux à toutes les crises, qui a toujours autant d'affluence. Donc j'espère que dimanche, quand on aura les résultats d'affluence, ce sera une très belle édition. On est sur des fourchettes assez hautes apparemment, les retours sont assez importants. Ce matin, une action dans les rues de Paris, c'est de la coordination rurale qui est allée bloquer du côté de l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, l'autoroute attaque régulièrement. Est-ce qu'on peut parler de baroud d'honneur? À quoi ça sert ces mobilisations? Je viens de voir passer effectivement quelqu'un avec un brassard agriculteur en colère. Est-ce qu'ils ont raison? Rappelons qu'il y a eu 66 interpellations suite à ce mouvement de colère. C'est-à-dire que c'est une manifestation non déclarée, donc le droit s'applique à tout le monde. Quand on veut faire une manifestation, on la déclare, que ce soit pour la coordination rurale, pour n'importe quel syndicat ou n'importe quelle organisation. Donc voilà, après je sais pas, je connais pas le but, je pense que c'était pas forcément le plus habile façon je pense qu'il y a des communications au salon d'agriculture qui sont beaucoup plus utiles vis-à-vis des Parisiens que d'aller bloquer les Champs-Élysées, honnêtement. C'est pour l'image, non mais c'était, comme vous l'avez dit, c'était une manifestation non déclarée, c'est pour ça aussi qu'il y a eu des interpellations, il n'y a pas eu de violence.
faut vraiment le dire, il n'y a pas eu de violence. Ça n'a pas rappelé les moments où les Champs-Élysées, lors des Gilets jaunes, avaient été bloqués et où ça s'était transformé en véritable guérilla. Là, c'est pas le cas. Et maintenant, je pense pas que ça soit un baroud d'honneur, non. Je pense que ça va continuer dans les semaines qui viennent et que le salon de l'agriculture a juste mis un effet de loupe sur la situation des agriculteurs français et qui ne comptent pas s'arrêter là-dessus et qui vont encore continuer à manifester et à réclamer. Jean-Claude Beaujour. Oui, moi je pense qu'aussi bien pour la manifestation de ce matin qui était une manifestation non déclarée, donc illégale, s'agissant d'autres questions, est-ce que nous avons visité le salon de l'agriculture ? Contrairement à Michel, je pense qu'il ne s'agit pas non pas d'opposer, parce qu'il n'a pas dit opposer, mais de dire il y a les ruraux et les urbains. Alors c'est vrai que c'est une expression consacrée. Moi j'ai envie de dire que c'est la continuité. Nous sommes nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de boire, de manger, de vivre, et que c'est l'occasion de nous rappeler simplement que nous ne venons pas de nulle part. Et qu'on a besoin d'un agriculteur 3 fois par jour. On a besoin d'un agriculteur 3 fois par jour. Et oui, nous avons, non seulement il faut le dire, mais vous voyez, c'est là où il y a parfois des oppositions qui ne viennent pas que des États-Unis. Je reprends là-dessus Michel. Mais on a tendance à trop opposer nos sociétés, nos communautés. On a tendance à dire qu'il y a des gens qui veulent le bien du pays, qui font dans l'environnement. Et donc les agriculteurs se sentent eux aussi stigmatisés parce que ils se disent on nous dit qu'il faut rayer le passé et voir les choses de manière complètement différente. Donc c'est l'occasion de dire que dans le cadre d'objectifs de développement durable, oui, il faut faire en sorte que notre agriculture, parce que nous en avons besoin et que nous en avons besoin pour notre santé, puisse être prospère et que nos concitoyens puissent vivre durablement. Parce que le développement durable, c'est aussi le fait pour chaque individu de pouvoir vivre de son métier correctement et avec un minimum de quiétude. Avec des fermes urbaines qui Moi, je voudrais aussi dire une chose, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu cette manifestation ce matin à l'Étoile, c'est que beaucoup d'agriculteurs ont très très peur de l'après-salon d'agriculture. Il y a eu le déclenchement de ce mouvement début janvier, mi-février, pardon, il y a peu de temps, et dès le début, Gabriel Attal, Premier ministre, a dit je vous donne rendez-vous au salon de l'agriculture. D'ici le salon de l'agriculture, je vais régler la plupart des problèmes. Et donc en fait, beaucoup ont très très peur, à mon avis, qu'après le salon de l'agriculture, ils entrent dans une période d'oubli, d'être de nouveau mis de côté, etc. Et donc vraiment, moi je serais pas étonné que même d'ici dimanche soir, à la clôture du salon, il y ait d'autres petites flammes comme ça de colère qui s'expriment. C'est une colère qui est très profonde, c'est une colère française, mais c'est une colère à laquelle il faut répondre et en urgence absolue. Le drame, c'est vrai pour l'agriculture, mais c'est vrai dans d'autres sujets. Je pense qu'il faut arrêter d'imaginer de traiter les problèmes dans l'urgence chaque fois que les choses deviennent médiatiquement trop importantes. Les sujets existent et là encore, le gouvernement actuel n'est pas responsable en tant que tel de tout ce qui se passe. Soyons sérieux. En revanche, ce qui est vrai d'ailleurs pour les gouvernements anciens et pour les gouvernements présents, c'est qu'il faut arrêter de traiter les sujets lorsqu'ils deviennent trop médiatiques et on se dit, on commence à en parler et donc on va essayer de les traiter parce qu'on ne règle pas ce type de sujet dans l'urgence. Il y a un point de rendez-vous qui a été donné par le Premier ministre et le Président de la République dans 3 semaines, justement autour des prix planchers. Donc dans 3 semaines. C'est ça. 3 semaines après l'ouverture du salon. Donc on est presque plus qu'à 2 semaines. À un point d'étape avec l'ensemble des syndicats et des responsables professionnels, à l'Élysée ou à Matignon, je ne sais pas encore, mais ça a été donné. Il y a un projet de loi d'orientation agricole qui va être présenté tout de suite après le salon. Il y a des travaux qui ont été lancés justement sur ces histoires de prix planchers autour de 2 députés, Alexis Isard et Anne-Laure Babot, qui vont être lancés et qui doivent aboutir avant l'été à une 4e version de la loi Egalim sur la valorisation et sur la question du revenu des agriculteurs. Donc voilà, c'est pas un one shot. Il n'y a pas eu des mesures annoncées et plus rien derrière. Il y a encore une continuité qui doit s'étaler jusqu'à l'automne parce que les processus législatifs, il y a sur les normes un certain nombre de points de rendez-vous encore dans les semaines à venir. Donc voilà, c'est pas fini et évidemment que c'est une crise qui remonte à plusieurs dizaines d'années et qu'elle ne va pas se résoudre en claquant des doigts parce que sinon, à la limite, elle n'aurait jamais eu lieu cette crise-là si vraiment on pouvait la résoudre comme ça. Alex, est-ce que les radars médiatiques vont se détourner des problématiques agricoles? Déjà, il y a une réalité dans les exploitations, c'est qu'on arrive au printemps, donc il va y avoir des choses à faire. Ils vont devoir travailler, les agriculteurs, mais vous savez, c'est comme chaque année. Le salon de l'agriculture, on met pendant une semaine, parce que c'est quand même le plus grand salon du monde, le salon de l'agriculture française.
c'est là où vous avez le plus de visiteurs. Effectivement, les premières tendances au niveau des chiffres de visites sont plutôt bons, malgré le contexte et malgré les tensions qui... Et malgré le fait que ce ne soit pas les vacances de Paris, parce que ça joue un rôle d'habitude. Pendant les vacances de Paris, il y a quand même plus de monde sur un salon quai pendant les vacances de Paris qu'autrement. Mais il y a du monde, là. Voilà, il y a beaucoup de monde, mais c'est pas les vacances de Paris. Il y a beaucoup de gens des autres villes qui sont venus, et tant mieux. Mais oui, bien évidemment que les radars, je ne dis pas qu'ils vont se détourner. Ils se détourneront si les agriculteurs ne parlent pas et ne font pas d'action coup de poing. Entre guillemets de coup de poing, parce que c'est pas non plus très violent ce qu'ils font. Il faut vraiment être honnête. C'est pas, ils sont pas en train de manifester, casser ou taper les policiers. C'est pas ce qui se passe. Attention. Oui, il y avait entrave à la circulation ce matin quand même. Voilà, et c'est pour ça. Et manifestations non déclarées, et c'est normal qu'il y ait des interpellations, qu'on leur demande de dégager le passage, la voie publique. Surtout les Champs-Élysées. Normalement, vous pouvez pas manifester sur les Champs-Élysées. Il y aura jamais d'autorisation de manifestation sur les Champs-Élysées. C'est vrai que pour les JO, ce sera 1000 fois pire, mais c'est autorisé. Oui. Oui. Après, les entraves de la circulation dans Paris, globalement, on connaît bien. Il faudrait faire une grande parade agricole au même titre que le Tour de France sur les Champs-Élysées. Excuse-moi, Alex, de t'interrompre, mais dans ce cas-là, moi j'aimerais rendre hommage au maire de Lars, L-A-A-R-S, dans les Pyrénées-Orientales, qui il y a 2 ans avait fait la grande transhumance sur les Champs-Élysées. Il avait fait défiler des milliers de moutons. C'était un moment extraordinaire. C'était vraiment, alors là, c'était la campagne à la ville. Et voilà, cette année, malheureusement, on a autre chose, mais de temps en temps, il y a des opérations de distribution de fruits et légumes dans les rues de Paris. Est-ce que Jean-Baptiste Moreau, le gouvernement, quoi qu'il fasse et qu'il dise aujourd'hui, a perdu le match de la confiance avec les agriculteurs, et c'est le RN qui engrange aujourd'hui la cote? Je suis pas complètement sûr. Honnêtement, on a vu en 2022 le vote globalement était réparti équitablement, contrairement à ce qu'on dit souvent. Le vote RN n'est pas majoritaire chez les agriculteurs. Ils ont plutôt voté Macron en 2022, même dès le premier tour, plutôt que de voter RN. Donc effectivement, le vote, je distinguerai le vote rural du vote des agriculteurs. Le vote des agriculteurs, les agriculteurs savent qu'ils ont besoin de l'Europe, ils n'ont pas besoin de cette... Enfin, ils en ont marre de cette Europe-là, ça c'est certain, mais ils ont besoin de mieux d'Europe. Pas forcément de moins d'Europe, mais de mieux d'Europe. Et plutôt de plus d'Europe, mais d'une Europe qui passe pas son temps à surnormer et surtout qui est cohérente. Une Europe qui est cohérente, c'est-à-dire qui impose des normes à son agriculture, mais qui les impose aussi aux produits qui arrivent. Donc c'est ça dont ils ont besoin. Et dans le discours du Rassemblement National, on n'a rien de tout ça. Je veux dire, dans le discours, alors je sais pas si c'est encore dans leur programme, parce que je sais même pas s'ils ont vraiment un programme, puisqu'ils essayaient de pomper les propositions des différentes interprofessions. Mais là, il y avait quand même la renationalisation de la PAC. Ça veut dire que chaque État reprend son budget de la PAC et fait la politique agricole qu'il souhaite. Ben là, je peux vous dire que c'est la mort de l'agriculture française et européenne dans les 6 mois, parce que ça va être les distorsions de concurrence qu'on connaît aujourd'hui, qui sont dramatiques au niveau européen. Si vous avez des renationalisations des politiques agricoles, c'est fois 10 000 ou fois 100 000 au niveau distorsion des concurrences. On a quand même le sentiment qu'à l'issue de cette séquence de grogne, colère, soulèvement du monde agricole, le gouvernement a perdu et à la fois, en quelque sorte, l'image d'un gouvernement qui soutient son agriculture et qui en même temps abandonne l'écologie. On a cette espèce de miroir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alex Darmon. Non, mais le vrai problème, c'est que le Rassemblement National sort renforcé de cette séquence. Mais pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile d'être dans l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, et de dire tout va bien se passer. Mais la réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, République en marche, alors Renaissance, peut-être que ça va changer maintenant qu'on a la candidate et on va en parler. Il y a pas de cap en fait. Et moi je suis toujours surpris, Jean-Baptiste Moreau, et vous êtes proche du président de la République, vous avez été député Renaissance sous le précédent quinquennat. Je suis toujours surpris de vous entendre du côté du président Macron dire: bon, ça va aller. Oui, on entend, on comprend, mais ça va aller. Ça va rentrer dans l'ordre. La vérité, c'est que les agriculteurs, aujourd'hui, ils veulent peut-être pas moins d'Europe, mais ils en veulent surtout pas plus. Il faut arrêter de dire qu'ils aiment l'Europe, qu'ils ont besoin de l'Europe. En fait, les agriculteurs, ils ont juste besoin. Français, mieux d'Europe, j'ai pas dit plus. Non, mais mieux. Mais donc, ça veut dire, en fait, peut-être que ça sera moins d'Europe. Si c'est mieux d'Europe. Peut-être que ça sera moins d'Europe. On ne sait pas. Et la réalité, c'est que pour le moment, je pense que même chez Renaissance, on ne sait pas. Michel, parce que... Oui,
Ils veulent mieux d'Europe, ils veulent surtout une Europe qui ne dérive pas comme elle le fait d'un point de vue bureaucratique et d'un point de vue technocratique. La PAC, il faut quand même le rappeler à nos auditeurs, effectivement, il ne faut pas faire de démagogie. La PAC européenne a soutenu et permis à l'agriculture française de se développer. Mais depuis 15-20 ans, c'est le mouvement inverse qui se passe. Et il se passe parce qu'on a beaucoup trop ouvert les frontières aux autres continents qui nous importaient des produits non respectueux de l'environnement, de la santé, etc. Et aussi parce que en contrepartie des subventions apportées par la PAC, des conditions technocratiques, administratives aberrantes ont été multipliées par l'Union européenne, par Bruxelles. Et ça, c'est inadmissible. Donc, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que le système même a produit une sorte de chimère dont Emmanuel Macron, qui en était pourtant est toujours un grand défenseur de l'Europe, n'a pas vu ce côté-là, puisque lui-même c'est un technocrate. Et donc du coup, on est en train de tout perdre sur tous les tableaux, et on va se retrouver effectivement avec une nationalisation des enjeux qui va être dramatique. Mais il faut voir qui en sont les responsables. Jean-Claude, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça ? Oui, beaucoup de choses ont été dites. 2 observations. La première, c'est que qui sort renforcé ? Moi, je crois qu'effectivement, le Rassemblement national sort renforcé parce qu'il ne propose rien de tangible, si ce n'est le fait de dire qu'il comprend la colère. Mais comprendre la colère n'est pas une politique en soi. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure à Jean-Baptiste essentiellement, mais il faut bien le bousculer un petit peu. C'est précisément ce que demande... Mais voilà. C'est précisément ce que nous disons. Peu importe les agriculteurs, moi je connais un tout petit peu le monde agricole pour passer un peu de temps en région, mais quand vous voyez la vie d'un agriculteur, mais vous vous dites, je peux pas me contenter simplement de les choses iront mieux. Nous savons, et Jean-Baptiste le sait, ce que c'est que de vivre au quotidien pour son exploitation. Il n'y a ni samedi ni dimanche, il n'y a pas de 35 heures, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de cela. Eh bien, effectivement, on peut comprendre intellectuellement de dire les problèmes vont être réglés, mais lorsque vous vivez au milieu de ces problèmes, vous n'avez qu'une seule hâte, c'est qu'ils s'arrêtent ou que vous soyez soulagé. Alors, on va, Jean-Baptiste, est-ce qu'on a le temps de répondre ? Jean-Baptiste, une réponse par rapport à ça. Évidemment qu'il y a urgence. Moi, c'était une des raisons de mon engagement derrière Emmanuel Macron en 2017, c'était de résoudre les problématiques agricoles que je connais depuis que je suis né. Je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, et moi agriculteur moi-même, donc évidemment que je les connais, que mon engagement il était là pour ça. Évidemment que je suis frustré d'avoir voté une loi Egalim qui aujourd'hui ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas assez et pas partout, et surtout est insuffisamment appliquée. Moi, c'est ce que j'ai dit et répété au cours de cette semaine. Est-ce qu'elle n'est pas suffisamment appliquée ? Moi, c'est quelque chose que je voulais vous poser. Ou est-ce qu'elle n'est pas suffisamment contrôlée ? Est-ce qu'on a les moyens de contrôler les deux. Elle n'est pas suffisamment appliquée et pas suffisamment contrôlée. Dans le secteur de la viande bovine, on devrait être à 100% de contractualisation. Aujourd'hui, on est à 25%. Donc les indicateurs de coût de production, ils sont très peu pris en compte. Donc, et sur les sanctions, il y en a très peu. Quand sur l'origine, sur 1000 contrôles, vous avez sur l'origine des produits, sur 1000 contrôles faits dans la grande distrib, vous avez 254 non-conformités. On n'est pas loin de la fraude généralisée quand même. Enfin, je veux dire, quand vous avez d'origine France et que vous avez 250 pour 1000, c'est-à-dire 25% dans 25% des cas des origines qui sont fausses, il y a quand même un sujet. Alors attendez, on va se faire une coupure, on va s'arrêter un court instant, une dernière ligne droite. On va saluer Michel qui est obligé de nous quitter. Merci pour l'invitation et vive le salon de l'agriculture et les paysans français. Exactement, on est bien d'accord avec vous. On s'arrête un court instant et on continue ici au salon de l'agriculture sur le stand de la coopération agricole sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot, en direct du salon de l'agriculture. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Depuis le stand de la coopération agricole sur Sud Radio dans le hall 4 du Parc des Expos de Paris, en compagnie toujours de Jean-Claude Beaujour, Jean-Baptiste Moreau, Alex Darmon, Michel Taube a dû nous quitter. Il y avait effectivement un rendez-vous, mais on en était au bilan et on voyait un tout petit peu ce paradoxe entre ce qui est les annonces et ce qui est proposé aujourd'hui pour essayer de solutionner cette crise agricole profonde et aujourd'hui cette campagne électorale qui s'est ouverte ici sous nos yeux pendant le salon, cette campagne des européennes. Donc hier soir, le parti Renaissance, le parti présidentiel a donc investi sa candidate Valérie Hayé. Hayé, c'est ça ? Oui, c'est ça. On dit ça. Alors je vous dis ça parce que elle est
inconnue du grand public. Alors moi je la connais bien depuis 2017, mais effectivement je suis pas, voilà, je suis investi dans En Marche depuis 2017, donc je la connais bien depuis. C'est une jeune femme extrêmement travailleuse. J'ai envie de vous dire, Jean-Baptiste. Oui, mais elle n'est pas connue. Enfin, je vais pas vous. Qu'est-elle allée faire dans cette galère à l'envers. Elle n'est pas connue par le grand public. Députée européenne sortant. Voilà, députée européenne sortant. Elle s'est beaucoup chef investie. du groupe aujourd'hui, chef du groupe à la place de Stéphane Séjourné. Voilà. Elle est patronne de Renew au niveau européen, de Renaissance au niveau européen, donc elle a beaucoup bossé, et effectivement elle n'est pas connue du tout, elle a un déficit de notoriété vis-à-vis du grand public. C'est sûr que face à un Bardella, une Marion Maréchal, même un François-Xavier Bellamy, bon, à un degré moins, parce que dans les, je veux dire, les autres candidats, que ce soit Glucksmann ou Bellamy, dans les travées du salon, il n'y avait pas 50 000 personnes qui les reconnaissaient. Mais effectivement, Valérie souffre d'un déficit de notoriété, c'est une jeune fille bosseuse. On va voir ce que ça va donner dans la campagne. Moi, je souhaite qu'elle réussisse, parce que rien ne serait plus dramatique pour notre pays de voir un RN à 35% et un Renaissance à 15%. Mais le pire n'est jamais certain et n'est pas exclu aujourd'hui, effectivement. Oui, avec Alex, l'observateur politique que vous êtes, l'idée de nommer cette jeune femme, vous dites, c'est parce que elle est légitime, oui. Très 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 bien, mais ça va être quand même sur le plan de la popularité, parce que ça compte quand même énormément. Sur le plan de la popularité, est-ce qu'il y a un retard que tu peux combler comme ça d'un claquement de doigts? Non, ça va être compliqué. Bon, elle est agricultrice, hein, oui. C'est bien ça? Non, fille d'agriculteur. Elle est fille d'agriculteur. Il y a cette nuance-là, parce qu'il y a... Oui, mais elle est élue locale, elle a été conseillère municipale à 21 ans, donc on ne peut pas dire qu'elle est déconnectée et coupée des réalités, puisqu'elle a été dans la vie civile jusqu'à mais est-ce qu'une bonne technicienne, on l'a vu pour d'autres élections, est-ce qu'un ou une bonne technicien ou technicienne de la politique et des dossiers fait forcément un bon candidat? Vous savez, ça me rappelle le coup Bellamy des LR en 2019, où on nous a dit on va mettre un candidat un peu différent, avec une particularité, une couleur un peu différente, et ça va permettre de rassembler. On a vu le résultat en 2017. Effectivement, c'est une très grande bosseuse. Elle connaît ses sujets. Ça fait 5 ans qu'elle est députée européenne. Ouais. Et elle sait de quoi elle parle et elle travaille. Maintenant, franchement, quand elle va être en débat face à Jordan Bardella ou face à d'autres, je pense que ça va être compliqué pour elle de se faire, identifier, et deux, de marquer des points avec des punchlines assez fortes. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je suis désolé de le dire, mais effectivement, aujourd'hui, quand vous allez voir dans les allées du Salon de l'Agriculture et que vous allez parler de Valérie Ayé, je suis pas sûr on puisse l'identifier comme la tête de liste Renaissance pour les prochaines élections européennes. Donc moi, vous dites, Jean-Baptiste, et vous avez raison, ça serait terrible qu'on se retrouve à 25% du RN et 15% de LREM. Moi, j'ai le sentiment que c'est un choix par défaut qui a été fait. Voilà. Qu'on a proposé le poste à plein de monde et que plein de monde a dit non, et que donc on prend celle qui est présidente du groupe Renew. Je crois qu'effectivement, et je disais à l'instant qu'elle a une légitimité parce qu'elle est députée sortant, et de ce point de vue c'est compréhensible qu'elle est présidente du groupe. Cela étant, lorsqu'on est peu connu, et c'est pas un drame d'être moins connu, parce qu'avant d'être connu, on est inconnu, oui. Par définition. Ça n'est donc pas un drame d'être inconnu. Simplement, lorsqu'on sait qu'on met une personnalité moins connue, dont la notoriété est plus faible, eh bien, elle commence sa campagne beaucoup plus tôt. Donc, attendez, Jean-Baptiste, ce que ça traduit, c'est qu'effectivement, il y a une hésitation, et cette hésitation sur le choix de la personnalité se traduit politiquement par une hésitation sur la politique à mener et le cap à donner. C'est comme cela que c'est perçu. Je ne suis pas en train de dire que c'est cela, mais quand vous mettez trop de temps à vous décider, c'est perçu par notre opinion comme quelque chose, on ne sait pas. Et donc on perd du temps. Et là, à 3 mois de l'élection, oui, c'est plus compliqué. Non, mais évidemment qu'elle part avec le handicap de manque de notoriété et le fait de partir la dernière finalement, puisque Jordan Bardella est parti en campagne peut-être depuis 6 ans, parce que vu le temps qu'il a siégé au Parlement, et je pense qu'il est en campagne depuis 2019, depuis qu'il a été élu, et après les autres ont été désignés plus tôt. Donc effectivement, ça va être compliqué de rattraper tout ça
en l'espace de 3 mois, parce que c'est dans 3 mois les élections, c'est au mois de juin. Donc effectivement, ça va être très compliqué. Il faut une vraie ligne politique. Et après, il va falloir voir un peu la composition de la liste, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, si elles sont sur la liste, ça va être très urticant pour certaines catégories de personnes. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc globalement, voilà, c'est une mission très très compliquée, et c'est sans doute pour ça que beaucoup ont refusé d'ailleurs la mission. Elle a le courage de l'accepter, donc je veux surtout pas la condamner, parce que je pense qu'il y a certaines personnalités politiques de premier plan qui ont préféré déclarer forfait plutôt que d'aller au combat. Jean-Baptiste, on va écouter Alex. Est-ce que le piège justement de cette campagne, c'est qu'on va parler de sujets franco-français, alors qu'en réalité les enjeux sont européens? Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur le devant de la scène internationale dans les prochaines semaines, y compris dans notre Parlement, mais malgré tout, les Français feront leur choix en fonction de ce qui se passe chez nous. Oui, complètement, mais là on est au salon de l'agriculture. Il y a une crise agricole, on en parle depuis 1 heure. Mais la crise agricole, elle n'est pas que française, elle est européenne. Ouais, vous voyez, et on n'en parle que par notre prisme, mais dans d'autres pays c'est encore pire. Oui, c'est encore Pologne, pire. En Allemagne, en Espagne, même en Belgique, aux Pays-Bas. Voilà. Donc ça c'est un vrai sujet. Et le problème, c'est que on prend cette élection européenne, qu'il faut le dire, n'intéresse pas grand monde à la base, à chaque élection. Ça n'intéresse pas grand monde. On la prend que par notre prisme, mais en vérité, je pense que si Renaissance a un coup à jouer là pour les prochaines élections européennes, c'est d'abord de composer sa liste avec des noms un peu plus importants, ça va être primordial. Vraiment, je vous le dis, ça va être primordial, mais c'est en plus d'essayer de prendre, si vraiment c'est leur thématique, l'Europe, par le haut. Par le haut. Et on n'a pas l'impression qu'ils le font réellement aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on aura forcément un Gabriel Attal, un Emmanuel Macron et un Stéphane Séjourné? Forcément, mais de toute façon, c'était ce qui a un peu terrorisé. C'est ce qui s'est un peu passé déjà en 2019 avec Nathalie Loiseau. C'est Emmanuel Macron qui a fait le gros de la campagne. Après, et donc là, ça va certainement être pareil. C'est d'ailleurs pour ça que ça a mis autant de temps parce qu'en fait, c'est Gabriel Attal, effectivement, et Emmanuel Macron qui vont faire la campagne avec Valérie Ayé, bien sûr, mais ils vont le faire. Mais sauf que aujourd'hui on n'est pas en 2019 et que l'impact réel de l'entrée en campagne du président de la République, je suis pas sûr qu'il soit hyper positif sur le score de Renaissance au mois de juin. Vraiment, j'en ai pour 15 secondes. J'ai le sentiment, en parlant comme ça, qu'ils ont fait une croix sur les européennes. Et que vraiment, ils essayent d'y aller et de sauver les meubles. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous êtes capable de me donner, alors vous allez me dire oui, mais le nom du ministre de l'Europe aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable? Est-ce que autour de la table les gens connaissent? Vous allez le dire. Voilà. Mais le problème il est là, c'est que Jean-Baptiste Moreau le connaît, mais c'est quand même le ministre de l'Europe et on est à 3 mois des élections européennes. Personne ne le connaît. Non, moi je vous ai dit ce que j'en pensais. Trop d'hésitation. Pensez les choses de manière moins en termes d'organisation politique ou de gens qui sont des sachants. Regardez un peu pour la plupart de nos concitoyens, cette hésitation est vue comme une hésitation politique, donc ça bénéficie à ceux qui vous disent que rien ne va. Et surtout, il faut des idées qu'il n'y a pas. Et voilà, on a fini, merci beaucoup Jean-Baptiste. Je suis désolé, mais on arrive sur les coups de midi, comme on dit. Venez nous voir sur le stand de la coopération agricole. Merci Alex Darmon, Jean-Baptiste Moreau, Jean-Claude Beaujour. Merci à vous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'info et puis surtout avec André Berkoff et Céline Lanonzo pour Berkoff dans la culture dans tous ses états. Ici même, au Salon de l'Agriculture. Très belle journée, très bon appétit, à bientôt. Retrouvez Sud Radio Parlons Vrai à Lyon sur 105.8 FM. Sud Radio, Parlons Vrai.